bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette soirée virtuelle du Cercle de la cybersécurité. Je suis vraiment très heureuse que vous participiez à cet événement ce soir et surtout ceux qui n'ont pas pu venir aux Assises en octobre dernier à Monaco. Alors une soirée exceptionnelle avec plusieurs temps forts et des échanges de haute qualité comme vous allez pouvoir le voir par la suite de cette soirée. Quelques précisions avant de commencer. Vous aurez la possibilité de poser des questions pendant toute la durée du live. Néanmoins, compte tenu du temps limité, nous répondrons aux questions concernant le bilan des assises quand nous vous enverrons la présentation. Ceci afin que les équipes commerciales et Visitora puissent être le plus précis possible dans leurs réponses. Alors pour commencer, on va revenir quelques semaines en arrière. Il faisait encore beau, il faisait un peu plus chaud, il faisait un peu plus lumineux, et on était à Monaco. Et je vais laisser la parole à Maria Iacono, la directrice des événements de DG Consultant, pour vous présenter le bilan des Assises 2020. Maria, c'est à toi. Merci Florence. Chers invités, chers partenaires, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de vous faire revivre en quelques minutes la dernière édition des Assises. Beau challenge. Mais avant tout, je voudrais vous dire merci. Au risque de me répéter, merci. Participer aux Assises cette année vous a demandé un grand engagement et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Donc je ne peux pas démarrer sans ce mot. Et maintenant, revivons Monaco et regardons pour démarrer les chiffres de cette édition. Nous avons été presque 1800 professionnels avec un partage de 135 sociétés partenaires et 818 invités. Tout cela présent à l'événement. Nous avions aussi 84 experts et journalistes. Nous avons organisé 140 ateliers et conférences et vous avez réalisé 6000 rendez-vous one-to-one. Bravo! Ensuite, on va regarder en détail le bilan du Visitora, de nos invités. Donc, comme je vous disais, nous avons accueilli 818 invités. Ils représentaient 538 sociétés, dont certains du CAC 40, 29, et 60 du SBM, 120. Important à retenir, 36% de ces 818 invités étaient des nouveaux entrants, des nouveaux arrivés dans la communauté des Assises. J'espère pour vous que cet accueil a été très bien pour vous, cette première édition. En tout cas, nous avons été ravis de vous accueillir et surtout de vous revoir l'année prochaine. Ensuite, vous pourrez regarder ici en détail le dispatch détail des comptes. Et je vais vous dire quels sont les secteurs représentés parmi nos invités, qui sont vos 4 secteurs principaux, c'est-à-dire l'administration, l'industrie, l'assurance, la banque et la finance, ainsi que le commerce et la distribution. Regardons maintenant le profil des invités. Sans surprise, 65%, c'est des RSSI et des DSI. Ensuite, pour le reste des pourcentages, nous couvrons le reste du secteur des métiers de l'IT, comme vous pouvez le lire. Maintenant, je vous propose de regarder le bilan au niveau des sociétés partenaires. Comme je vous disais, nous avons accueilli 135 sociétés présentes cette année aux Assises. Mais le chiffre que je voudrais que vous reteniez, c'est celui dit 44,4. Ceci est la moyenne de rendez-vous réalisés par nos sociétés partenaires cette année, qui est exactement le même chiffre que l'année dernière. Et je voudrais vous dire bravo aux invités et aux partenaires parce que grâce à vos efforts communs, vous avez réalisé des échanges très qualitatifs, très appréciés. La moyenne des rendez-vous par invité a été de 7,3, preuve de l'engagement effectivement de la communauté. Ensuite, quant au lead sur sonde, on en est à un chiffre de 67 personnes. La moyenne de présence aux ateliers était de 32. Pour rappel, dans les salles d'atelier, il y avait uniquement un siège sur 2 à cause des mesures sanitaires. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui est très apprécié par tous les partenaires, les ateliers les plus aimés par nos invités. Les top 3, c'est Alcide, Digital Security et Wavestone, avec des notes de 4,5. Et les coups de cœur, c'est Cyberizon, Kaspersky et Wavestone. Bravo à vous tous!
Maintenant, je vous propose de conclure avec un focus sur l'enquête de satisfaction des assises qui a été réalisée par le cabinet Goodlink. Alors, nous allons démarrer avec les invités. Vous le voyez, grande satisfaction au niveau des invités avec un chiffre de 99%. Un grand merci parce que je sais que vous, les invités, vous avez tenu beaucoup à participer aux assises. Vous avez tenu beaucoup en fait qu'on maintienne cette édition et nous sommes ravis d'avoir répondu à toutes vos attentes. Quant à la satisfaction au niveau de contenu, des très beaux chiffres également, les conférences et les ateliers ont un chiffre de 4,1 sur 5 ainsi que les keynotes de 3,7. Bravo à Florence pour ce grand travail sur le contenu cette année. Et enfin, regardons la satisfaction au niveau des sociétés partenaires. 74%, un chiffre pour lequel je vous remercie tous et toutes vraiment sincèrement. Nous savons que cette satisfaction est venue d'une part de l'accompagnement des équipes, d'autre part du niveau des one-to-one qui ont eu des échanges très intéressants parce que les invités venaient avec beaucoup de nouveaux projets et la qualité a été très appréciée, au détriment du networking informel de l'événement. Et maintenant, pour conclure, encore un grand merci parce que tous les échanges qu'on a eus pendant ces mois-ci nous ont permis de réaliser cette édition 2020. Nous sommes déjà motivés pour travailler sur 21. Nous y travaillons déjà beaucoup et je serai ravie de vous proposer un nouveau rendez-vous bientôt avec les axes de 2021. Mais d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes à tous et toutes. Merci beaucoup Maria pour le bilan de cette édition inhabituelle et bien sûr on espère tous un retour à la normale pour les Assises 2021. Nous allons compléter ce panorama chiffré des Assises par une vision plus technologique. Depuis 3 ans, nous avons un partenariat avec l'EPITA, l'école d'ingénieurs, et plus particulièrement avec la majeure SRS qui forme des experts en cybersécurité. Et je salue d'ailleurs à ce propos Sébastien Bombal, qui est le directeur de cette majeure et le promoteur actif de cette coopération. L'objectif de ce partenariat, c'est de vraiment dégager les grandes innovations technologiques telles qu'elles peuvent l'avoir les étudiants. Et ce travail se traduit depuis donc 3 ans sous la forme d'un livre blanc dont vous voyez la couverture et qui sera disponible dans quelques semaines sur notre site internet. Alors, on va voir la couverture du livre blanc, je l'espère. Alors, Vincent Bernot et André Debuyne, vous étiez aux Assises, donc vous êtes 2 étudiants de l'EPITA. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement? Quelles innovations, quelles technologies vous a le plus marqué? Bonjour Florence, merci beaucoup et merci aux Assises de nous avoir invités, Vincent et moi-même. Donc on y était à Monaco il y a quelques semaines. Donc on a pu découvrir de grands acteurs qu'on connaissait déjà, qu'on utilise au quotidien, de nouveaux noms aussi. On a pu retrouver pas mal de tendances qu'on apprend à l'école, en SRS, à EPITA, et aussi découvrir de nouveaux mots-clés, notamment le zéro trust, et je pense Vincent tu conviendras par la suite, c'est un mot-clé assez présent. Qu'on retrouve tout au long des assises, sur plusieurs stands, chez plusieurs vendeurs. Donc là-dessus, c'était assez intéressant de découvrir ces nouvelles technologies, ces nouveaux concepts. Parce qu'au-delà du concept, qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, si on prend l'exemple du Zero Trust? Ce n'est pas un concept si évident que ça au final, et je pense qu'on s'en rend compte. On le croise de plus en plus, notamment on sait qu'il y a des grands acteurs comme Google qui s'en servent et qui avancent et qui mènent dans ce domaine-là. On se rend compte que c'est au final des normes, des principes à appliquer et ça va sans doute être un grand concept qui va être présent dans le milieu de la cybersécurité. Et notamment, on va le retrouver tout au long de notre carrière qui débute dans quelques mois. On va potentiellement être client de ce genre de compagnie et appliquer ce genre de concept. D'accord. Donc pour vous, on pouvait parler des startups aussi, pas mal. Oui. Il y avait un corner startup avec 8 startups cette année aux Assises. Je crois que vous êtes allés les voir et vraiment vous avez découvert aussi quelques pépites, comme beaucoup d'ailleurs de visiteurs des Assises. Oui, on a pu visiter du coup les stands de plusieurs startups, notamment Olvid qui a gagné le prix de l'innovation, qu'on utilise d'ailleurs avec André au quotidien, mais également d'autres startups dans l'IA ou dans la cryptographie. Une a retenu notre attention, c'est Cosmian, du coup, qui propose une solution de calcul sur des données chiffrées en gardant le chiffrement à tout moment.
Donc ça nous paraît bien répondre aux futurs enjeux du cloud, des nouvelles façons de faire de l'informatique. Mais il y a eu d'autres startups, notamment Buster AI, qu'André a pu voir. Et Coup de cœur du prix de l'innovation. Exactement. Je ne sais pas si tu veux en dire deux Plus, mots. oui, Buster AI, ça a été assez intéressant pour nous. On parlait justement de confortement de choc. Pour nous, ça a été assez intéressant de parler à Buster AI. Notamment, on voit les enjeux aujourd'hui. Donc, Buster AI qui va proposer des solutions concrètes avec une technologie contre les fake news, qui est aujourd'hui un fléau. Donc, notamment, ils vont proposer des solutions aux médias. Donc là-dessus, ça permet vraiment de voir pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la cybersécurité, un métier dans lequel on va démarrer d'ici quelques mois. Les enjeux qu'il y a autour et qui vont toucher à des problématiques réelles aujourd'hui qu'on a pu le voir, notamment aujourd'hui avec notamment tout ce qui est vaccin du coronavirus. On voit aujourd'hui des problématiques de fake news là-dessus. Donc là-dessus, c'était très intéressant pour nous. Ouais. Les assises vous ont conforté quand même dans votre carrière, enfin dans votre future carrière, dans vos choix en tout cas de formation. Oui, totalement. On a pu vraiment voir le panorama cyber aujourd'hui et celui de demain, vu qu'on sera amené à utiliser ces technologies, donc Zero Trust, IA et tout ça, plus tard dans nos carrières. Donc personnellement, ça m'a bien conforté dans mon idée, dans l'idée que j'avais de la cybersécurité. Un petit peu peur aussi, on voit que c'est une situation un peu anxiogène, mais comme l'a dit M. Poupard, l'avenir va être beau, on va dire. Donc il y a du marché pour la cyber et on est content de pouvoir y aller. Et puis beaucoup de fournisseurs que vous ne connaissiez pas, parce que c'est ça aussi l'intérêt des assises, c'est de voir un tel panorama. Oui, totalement. On a découvert pas mal de nouveaux vendeurs. Donc, comme j'ai dit avant, des noms qu'on connaissait, mais aussi des noms qu'on ne connaissait pas. On a évidemment parlé à nos camarades en SRS et on en parle aussi dans le livre blanc qui sort à l'occasion. Tout à fait, qu'on pourra retrouver dans quelques jours sur notre site internet et sur le site aussi de l'EPITA. Merci à tous les deux et puis on est content que les assises vous ont conforté dans vos choix. Merci. Merci. Bien. Alors, nous allons continuer cette soirée et nous avons parlé des assises 2020. Maintenant, nous allons essayer de nous projeter vers 2021. Alors, ce n'est pas facile en ce moment, mais bon, il faut y croire. Hein. Comme l'a dit Maria tout à l'heure, on est tous en train de se préparer pour 2020. Et pour ce faire, je laisse la parole à Sophie Guérin, qui est la directrice générale de DG Consultant. Sophie, c'est à toi. Merci Florence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Effectivement, après les 20 ans des Assises 2020, 2021 marque une nouvelle étape dans l'histoire des Assises. Et pour construire cet avenir et nous accompagner dans ces évolutions, on a souhaité nommer un président pour la prochaine édition des Assises. Notre priorité, c'est toujours d'être au plus près de vos enjeux, de la compréhension du secteur. Et pour nous accompagner dans cette compréhension, dans l'évolution des formats, dans l'exigence de la ligne éditoriale et des contenus, on a voulu être accompagné et c'est le but de cette nomination. Bien sûr, on a souhaité reconnaître un membre, s'associer à un membre éminent de la communauté cyber pour nous accompagner dans ces réflexions et en la personne d'Olivier Lignol, directeur cybersécurité du groupe EDF et qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter cette mission pour nous accompagner et travailler à nos côtés en collaboration étroite avec Maria et Florence pour la création de la constitution de ces Assises 2021. Donc Olivier, merci et merci d'avoir accepté cette mission et bienvenue dans la team. Bienvenue Olivier, merci. En effet, je me joins à Sophie pour te remercier d'avoir accepté cette présidence. Je me réjouis de travailler avec toi pour nos prochains événements cyber. Alors Olivier, tu es un pilier, tu es un fidèle des Assises et comme l'a rappelé Sophie, un grand professionnel de la cyber. C'est un secteur en constante évolution avec des enjeux importants. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, on le voit en ce moment. C'est incroyable tout ce qui se passe. Et alors, comment vois-tu justement ta présidence? Quels sont les axes vers lesquels tu
veux nous engager, nous embarquer, j'ai envie de dire. Alors quand je dis nous, c'est les assises et le cercle, hein, ce sont nos événements. Quels sont les messages que tu veux faire passer à travers cette présidence? Bonsoir à toutes les deux et je tiens tout d'abord à vous remercier pour m'avoir choisi puisque j'en suis très honoré. Puis je suis conscient aussi que c'est une lourde responsabilité puisque nous sortons d'une période qui était assez compliquée, comme le dit souvent Guillaume, et dans laquelle la crise sanitaire et l'ensemble du contexte nous a mis dans des postures un peu particulières. Et puis le deuxième point, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir une édition 2021 sans avoir une pensée à ce qui s'est passé dans l'année 2011, à l'époque où j'étais à l'ANSSI, où mon patron de l'époque expliquait qu'on a trop, alors très exactement, il disait qu'on avait... Patrick Payoux. Patrick Payoux, on va pardon, le nommer, tout à fait. voilà. Et donc, qui était était présent aux venu- qui assises était et présent qui, aux à assises. l'époque, avait fait un discours qui avait marqué Oui, tout à fait. cette année-là, un discours qui s'appelait le retour, le Back to Basics. Basic. Et le Back to Basics était le constat que nous avions une Imagino, que nous avions protégée comme une Imagino et que nous avions un peu abandonné CSI qui était très en danger. Et donc il y avait un appel au réveil de l'ensemble des professionnels, aussi bien les professionnels qui devaient gérer les systèmes d'information que ceux qui devaient faire en sorte d'avoir des moyens de sécurité adaptés. Et donc aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, dans le cadre des assises qui vont se dérouler en 2021, et je pense qu'on doit faire un bilan aussi de cet élément-là, puisque je pense qu'on a bien progressé, que maintenant on se protège et qu'on est capable d'avoir une organisation au niveau de la sécurité face à ces attaques. Et en même temps, l'attaquant lui aussi a complètement optimisé sa capacité à essayer de faire du gain. On voit beaucoup d'attaques en ransomware en ce moment, et donc entraîne une prise de conscience de cet élément, et on part dans une nouvelle décennie dans laquelle il va falloir qu'on soit mieux capable de se protéger face à ces attaquants. De se protéger, de repérer aussi ces innovations. Hein. On a vu avec les deux étudiants de l'EPITA, c'était aussi pour eux, c'est une découverte, mais il faut encore axer là-dessus et on peut encore aller plus loin. Certains acteurs de la cyber, peut-être qu'on doit aussi encore faire venir, peut-être séduire. Alors, sur les innovations, sur ces différents éléments, j'ai pris quelques notes. Typiquement, les ransomware est un élément sur lequel on va devoir mieux s'organiser et donc avoir des moyens pour pouvoir se défendre, mais aussi l'apparition de capacités de protection face à d'autres États qui voudraient porter atteinte ou d'autres acteurs étrangers à nos intérêts. Et donc, la notion du cloud souverain, à mon avis, est un sujet qui va être aussi très important pour cette édition 2021. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'Europe, des capacités opérationnelles, de la réalité de nos capacités opérationnelles. On a beaucoup aussi parlé d'applications, de choses comme ça pour aider le monde numérique et le monde sanitaire récemment. Du coup, des notions d'éthique, de déontologie, même liées à la capacité à faire des choses légales ou pas légales. Et Myriam en parlera tout à l'heure sur un de ces aspects. Donc je pense que d'une manière globale, il y a toutes ces tendances-là qui vont amener des nouveaux sujets et qui vont aussi amener un certain nombre de nouveaux acteurs autour des assises qu'on ne voyait pas forcément les années d'avant. Et de toute façon, nous continuons aussi notre rôle de sensibilisation auprès de toutes les entreprises, de tout l'écosystème aussi, puisque tu représentes un très grand groupe, mais bien sûr, les assises ont vocation aussi à parler aussi à tout le monde, puisque tout le monde aujourd'hui est concerné. Exactement. Voilà. Bien, un beau programme en perspective. Merci ouais. en tout cas vraiment, Olivier, d'être à nos côtés et d'avoir accepté cette mission. On est ravis et on vous concocte donc une très belle édition pour 21. Oui, je crois qu'on a du pain sur la planche avec tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci Sophie. Bien. Alors nous allons poursuivre le 4e temps fort de cette soirée. Et pour cela, nous avons voulu revenir sur l'affaire Vinic. Bien, alors, comme je le disais, pour le 4e temps fort de cette soirée, nous allons parler de l'affaire Vinic. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alexander Vinic, c'est un citoyen russe qui a été accusé d'extorsion de fonds et de blanchiment et qui est soupçonné d'être l'un des instigateurs du fameux ransomware Loki
qui aurait fait plus de 5000 victimes depuis 2016 dans le monde, dont 200 en France, pour un préjudice estimé à 135 millions d'euros. Alors cette affaire qui a été jugée en octobre à Paris, elle est passionnante d'abord parce que c'est un véritable polar, et ça, Myriam va nous en parler, et ensuite parce qu'elle a été jugée à Paris. Et j'ai la chance de recevoir l'une des magistrates qui a été au plus proche de ce dossier, Myriam Kemener, qui est avocate générale près de la Cour d'appel de Paris. Bonsoir Myriam, Bonsoir. et merci de nous rejoindre ce soir pour nous parler de... Alors je parlais de véritable polar, parce que c'est vrai que cette histoire, elle est incroyable. Un citoyen russe qui se fait arrêter pendant ses vacances en Grèce par une police grecque, mais qui est recherchée par le monde entier. Alors effectivement, c'est, comme tu viens de le dire, un polar avec tous les ingrédients, les ransomware des entreprises victimes. On l'a évoqué, une plateforme de Bitcoin, de crypto-monnaie, cette dimension internationale avec des enjeux juridiques et techniques et aussi diplomatiques, puisque effectivement, il y a eu une enquête qui a démarré en départ en France en 2016 suite à une vague de cyberattaques. Et une enquête a été lancée et les investigations ont permis de remonter sur Alexandre Vinnick avec des échanges justement et que finalement le produit de ces rançons se retrouvait sur cette plateforme dont il était l'administrateur. Donc c'était une plateforme de Bitcoin qui Oui, s'appelait, je crois, BTCI. BTCI, donc et les enquêteurs ont pu faire le lien entre cette plateforme et Alexandre Vinnick. Et en faisant des recherches justement sur Internet, en source ouverte, les enquêteurs ont vu que Alexander Vinnick faisait l'objet d'une décision de San Francisco et était recherché par les Américains. Il était recherché pour le même motif Alors que... pour l'attaque d'une plateforme également. Voilà, donc les Américains évidemment le recherchaient. Suite à cette enquête, il y a eu un juge d'instruction saisi en France et sur la base d'un mandat d'arrêt européen décerné par la France, il a été interpellé. Donc pendant ses vacances oui, sur une plage voilà, en en Grèce. 2017. Donc il a été incarcéré en Grèce. Il a été aussi recherché par les Russes, mais surtout par les Américains. Et finalement, je dirais, c'est la France qui l'a emporté, puisque ce mandat a permis son rapatriement en janvier simplement 2020. Mais je crois que le mandat des Russes était peut-être plus pour le... Enfin, d'après ce que j'ai lu, était peut-être plus pour le protéger ou pour le ramener à la maison qu'un vrai... Effectivement, il était mollement recherché, on va dire, pour une fraude de 9 500 €. Et en fait, quand il a été interpellé, la Russie a même proposé un placement sous contrôle judiciaire avec mise à disposition d'une maison. Voilà, on sentait une certaine protection. D'ailleurs, j'ai vu, en préparant notre rencontre de ce soir, que par exemple, le site Spoutnik présente l'affaire de façon différente, en disant un petit programmeur qui est condamné. Voilà, d'ailleurs, il s'est décrit comme un simple opérateur, pas du tout le cerveau de alors que l'histoire. les investigations ont clairement montré qu'il était administrateur. Quand il a été interpellé en Grèce, a été saisi un ordinateur, son portable, son téléphone, et justement, il y avait des éléments, des adresses, et donc il contrôlait un certain nombre d'adresses mail, et on a retrouvé trace aussi de cette plateforme. Donc voilà, il y avait beaucoup d'indices numériques. Alors, ce que tu voulais mettre en avant aussi, parce que c'est important, deux choses sont importantes dans cette histoire. Alors, vous pouvez poser des questions si vous voulez, j'ai oublié de le préciser, mais on pourra répondre à la fin de cet entretien aux questions. Dans l'anglais, demandez, me dit-on. Donc voilà. Oui, ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui est arrêté suite à un ransomware. Bon, alors après, on va voir la suite de l'histoire, parce que souvent on se dit, bon, bah, c'est bien, les cybercriminels, finalement, c'est merveilleux, c'est encore mieux que les autres crimes. Finalement, on est derrière son bureau, on risque rien. Bon, alors on a vu ces derniers temps que ça commençait à changer, mais là, vraiment, il y a quelqu'un qui est arrêté. Et en plus, c'est surtout de la coopération internationale, de la coopération européenne. C'est-à-dire que
ça a été un peu remis en question ces dernières semaines. Il y a eu, parfois, on dit que les Européens ne travaillent pas suffisamment ensemble sur la cyber. Bon, finalement, on a une belle preuve Oui, quand même de cette c'est pour ça coopération. que c'est véritablement une affaire emblématique, hein, un exemple de coopération. Il y a eu aussi l'ensemble des instances internationales qui ont participé à des réunions justement pour le rapatriement de l'actionneur Vénic en France avec Europol, Interpol. Le FBI aussi a fourni des éléments. D'ailleurs, c'est vrai que ces procédures ont été extrêmement complexes et les conseils d'Alexander Vénic ont tout fait pour anéantir cette procédure qui a quand même été menée à bien. Et c'est extrêmement intéressant. Ils ont contesté le mandat d'arrêt européen, ils ont contesté les éléments de preuve. Ils ont dit que finalement, pourquoi, d'ailleurs Alexander Vénic a dit on m'a enlevé. J'étais à l'audience, justement, d'ailleurs j'ai indiqué, je m'étonnais que les avocats n'aient pas déposé plainte pour enlèvement, séquestration. Il a été enlevé, il est arrivé en France dans un pays qu'il ne connaissait absolument pas, alors qu'il y avait des victimes, des entreprises victimes de ces cyberattaques. Et donc, en fait, tous ces éléments c'est véritablement une coopération internationale qui a très bien fonctionné, puisque l'avocate grecque, il y a eu 2 avocats à l'ensemble des audiences qui ont été nombreuses, tout le monde s'est mobilisé dans cette affaire. L'avocate a même indiqué que la procédure, il n'y avait rien, la procédure française était vide et que tout était basé sur les éléments transmis par le FBI. Alors j'ai rappelé que depuis 2016, tous les services, la BFT, la gendarmerie, l'office, tout le monde s'était mobilisé et avait rassemblé des indices qui ont été confortés par les éléments transmis par le FBI. Hein. Donc c'est quand même une avancée. C'est vrai que pendant longtemps, on avait des intermédiaires, ce qu'on appelle les mules, mais là, on n'avait pas assez peu de têtes de réseau. Et là, c'est un exemple typique d'affaire qui a abouti. Même si le résultat, on y viendra, parce que, interroge un peu. Voilà, je crois que le FBI, d'ailleurs, n'était pas très content que ce soit la France qui récupère, mais peut-être que pour le... il risquait très très gros quand même aux États-Unis. Oui, il risquait, s'il avait été en Russie, il ne risquait pas beaucoup. S'il allait aux États-Unis, évidemment, il risquait encore plus qu'en France. Et c'est vrai que c'est les États-Unis qui le cherchaient en premier. Donc, il voulait avoir la primeur de rapatriement d'Alexander Vénic aux États-Unis. Et finalement, ça démontre l'efficacité du mandat d'arrêt européen. C'est vrai que quotidiennement, nous avons des personnes interpellées qui systématiquement sont présentées au parquet général de la Cour d'appel de Paris. Hein. Il y en a beaucoup d'affaires de cybercriminalité, de jackpotting. Voilà, c'est un outil qui marche très bien. Alors, donc, si on continue dans le temps, donc il est arrêté, il est jugé, je crois, entre le 9 et le 16 octobre. Hein, donc, oui, enfin, c'était à peu près pendant les assises. Délibéré, la décision a été rendue le 7. Le 7 décembre. Donc, il a été jugé en octobre. Je crois que j'ai lu quand même que le procès, c'était aussi assez étonnant, puisque avec des traducteurs, des avocats qui ne comprenaient pas forcément ce qui se disait, enfin, ou qui voulaient pas, qui ne voulaient pas comprendre. Donc, je rappelais que lui se présentait comme un simple opérateur et récusait en fait toutes les accusations qui lui étaient reprochées. J'ai quand même l'impression que ça n'a pas été simple ce procès. Enfin, bon, je pense qu'un procès n'est jamais simple. Mais... C'est vrai qu'il y a eu énormément de stratégies, puisque en fait, pour parler en quelques mots des coulisses, hein, il y a des stratégies procédurales pour justement tenter d'anéantir l'affaire. Hein. Donc il y a des appels, des requêtes en nullité, tout a été utilisé pour anéantir la procédure. Et moi, j'ai justement requis pour répondre à des requêtes en nullité formulées par les avocats d'Alexander Vénic. C'est souvent, effectivement, le procès était assez houleux. Ça a été véritablement, parfois même violent, et un peu un dialogue de sourds face à des preuves numériques qui étaient parfaitement caractérisées. Hein.
Tout a été traduit systématiquement. Les avocats de Vinic ont même demandé une expertise privée, mais elle n'a pas été payée, donc évidemment, il n'y a pas eu de... Et un expert reconnu est intervenu d'ailleurs dans le cadre du procès dont la presse s'est fait largement l'écho. Oui. Alors par contre, en ce qui concerne les victimes, peu de victimes peu de victimes du ransomware, donc ce qui lui était reproché. Il y avait 14 chefs d'accusation, je crois. Oui, mais là, il y a eu, par exemple, la BFT avait répertorié une 60aine de victimes. Après, elles se constituent partie civile ou non. On se retrouve peut-être là avec le problème que, encore trop souvent, même si là aussi ça change, ça évolue. Ça évolue, et grâce à ce genre de procès, ça peut le faire, que les victimes se déclarent encore trop rarement, quoi. Oui, ça évolue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui donne des conseils aux particuliers et aux entreprises. Enfin, on sent très nettement quand même des entreprises, et non des moindres, maintenant, osent déposer plainte et ne craignent plus des atteintes à leur réputation, par exemple. Pendant longtemps, c'était le cas. Donc, il y a eu un certain nombre de constitutions de parties civiles, mais n'ont pas été retenues, en fait. Alors, on arrive au dénouement le 7 décembre, donc c'était lundi, on attendait tous. Alors moi j'attendais parce que je me disais pour préparer cette soirée, c'est très bien. Je crois que le procureur avait demandé 10 ans, c'est ça? Oui, les réquisitions. Les réquisitions de 10 ans de prison. Voilà. Et puis finalement, il n'y a qu'un seul... Sur les 14 faits qui lui étaient reprochés, un seul a été retenu, celui de blanchiment en bande organisée, et qui lui vaut une condamnation à 5 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et j'ai lu dans un article qu'en fait, personne n'était content du verdict. Oui, alors personne n'est content. Évidemment, Alexander Vinic, qui pensait être mis en liberté, est toujours incarcéré, donc il est mécontent. On évoque, il est encore dans les délais pour éventuellement faire appel. Et donc le parquet avait requis 10 ans en argumentant, depuis le début dans cette affaire, j'ai eu en main l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, non seulement le blanchiment, à mon sens, en bande organisée tenait, mais également, c'est quand même un blanchiment très particulier, l'origine du blanchiment. Finalement, cette affaire a été traitée comme une affaire classique de blanchiment en bande organisée, alors que c'est clairement une affaire de cybercriminalité. C'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer justement peut-être le mécanisme? Le mécanisme pour arriver à faire du blanchiment, l'origine du blanchiment, c'est de l'argent de provenance illégale et qui vient directement des rançons, c'est-à-dire les cyberattaques ont eu lieu avec demande de rançon que les personnes ont versé, et ces rançons se sont retrouvées sur cette plateforme d'échange en cryptoactifs. Voilà. Et donc, essentiellement, la plupart des sommes qui se sont retrouvées sur ces plateformes provenaient de ces cyberattaques par le biais du logiciel Loki. Donc, c'est étroitement lié, en fait. S'il n'y avait pas eu de cyberattaque, il n'y aura pas eu de blanchiment. Oui. Il y a d'autres infractions. Alors, en fait, il y a un volet, c'est le résultat, c'est, vous voulez, le blanchiment. Mais au départ, il y a des cyberattaques. Il y avait d'ailleurs l'infraction d'atteinte au système, des infractions qu'on appelle infractions système de traitement automatisé de données. Et il y avait également l'association de malfaiteurs, parce que bon... Il n'a pas fait ça tout seul. Il n'a pas fait ça tout seul comme un grand, puisqu'il n'était pas un simple programmeur, mais l'administrateur de cette énorme plateforme. Donc il y a une organisation, d'ailleurs c'est assez illogique. D'un côté, on retient le blanchiment en bande organisée, et parallèlement, on ne retient pas justement l'association de malfaiteurs, qui était également reprochée à Alexander Vinic. Donc, à mon avis, c'est un peu dommage que cette affaire ait été traitée comme une affaire de blanchiment classique. On a loupé quelque chose. Oui, je pense. Je crois qu'il faut en tirer les leçons. C'est vrai qu'il y a eu une grande mobilisation, je tiens à le dire aussi, dans cette affaire de l'ensemble des services d'enquête,
des institutions, Europol, Interpol, il y a eu des réunions. Récemment, le parquet général avait été à La Haye pour coordonner dans l'éventualité où la Grèce récupérerait Vinic. Il fallait envisager tous les cas de figure. C'est des stratégies aussi. Les cybercriminels ont leur stratégie, mais la justice, la police et la gendarmerie également. Hein. Donc il y avait véritablement une grosse mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et finalement, on est quand même un petit peu déçus. Et je crois qu'il faut tirer les leçons de cette affaire emblématique. Hein. C'est une avancée. En plus, les délinquants suivent l'actualité. Les cybercriminels modifient leur stratégie en fonction des condamnations dans tel ou tel pays aussi. Donc, c'est quand même une condamnation significative. Après, je pense qu'il faut tirer les leçons faire mieux connaître des infractions assez techniques. Où pendant le procès, je l'ai vu à la chambre de l'instruction, on essaie de vous noyer dans des détails techniques qui vous fait perdre de vue les aspects juridiques parfois. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut renforcer la chaîne pénale. Le parquet est véritablement spécialisé, la section J3. Mais je pense qu'il faut renforcer les. Et peut-être que plus il y aura d'affaires, plus aussi bien ça. Sûr, voilà, tout à fait, il y a une espèce d'entraînement, si j'ose dire. Oui. Est-ce qu'on peut penser que quand il va avoir purgé sa peine, les Américains pourraient demander une extradition pour le juger, ou est-ce qu'il pourra retourner Ah oui, je pense que ces aventures sont peut-être pas finies. Non, je pense que les États-Unis vont pas le lâcher. Ça, c'est évident. D'ailleurs, cette affaire. Et encore, elle est vraiment emblématique aussi à ce titre. Il y a des enjeux diplomatiques évidents. Il y a des enjeux diplomatiques. On verra qui fait appel ou pas, mais il y a des enjeux stratégiques. Est-ce que les Russes veulent vouloir le récupérer aussi peut-être le protéger peut-être, mais bon, les États-Unis ne le lâcheront pas, puisqu'il y avait justement, il lui reprochait d'autres faits. C'est-à-dire le piratage d'une plateforme de blanchiment provenant aussi de cyberattaques. Donc, les affaires ne sont pas finies. Les affaires ne sont pas finies. Voilà. Alors, je crois qu'on me dit qu'il y a plusieurs questions, donc on va commencer à en prendre. Je ne les vois pas, il faut les lire. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de publicité sur les condamnations? Je vais quand même mettre mes lunettes, si vous permettez. La presse généraliste peu intéressée ou justice prudente sur l'exposition de ces affaires? Je pense quand même que cette affaire a été largement relayée dans la presse. Il y a même eu des comptes rendus quotidiens du déroulement du procès. J'ai même vu, c'est la première fois que je vois ça en ligne, où il y avait les questions posées par le procureur de la République et les réponses apportées par Vinic en direct. Alors souvent, il y a des petites synthèses. Donc là, il y a quand même eu, je trouve que ça a été bien relayé, pas uniquement par des revues juridiques. Non, et puis comme tu le disais, Oui. moi j'ai lu aussi l'article de Spoutnik, parce que j'ai lu les articles après la sentence de lundi. C'est vrai qu'il y avait quand même, pas mal de relais presse. Il y a eu de pas relais mal de relais médiatiques. presse. Oui. Il y en avait eu pas mal au moment de l'interpellation en Grèce aussi. Ah oui. Son rapatriement qui a tardé. Il a été interpellé en 2017 et il n'est revenu en France qu'en janvier 2020. Parce qu'il y a eu énormément de procédures grecques aussi, qui sont spécifiques. Alors, est-ce que Vinic sera extradé aux États-Unis après avoir purgé sa peine en France? Parce qu'on a répondu à la question, c'est-à-dire, comme disait Myriam, les Américains ne vont pas le lâcher. Il a encore quelques comptes à régler apparemment avec le FBI. Je pense que cet aspect diplomatique est assez intéressant. C'est peut-être pour ça que finalement, on va se contenter. C'est toujours aléatoire de faire appel. Ça peut être plus ou moins. Mais dans l'hypothèse où ce serait plus, qui pourrait être envisagé dans la mesure où le parquet avait requis 10 ans, et c'est une affaire quand même d'envergure avec des préjudices énormes, énormément d'entreprises victimes,
finalement, il partira, si les choses restent en l'état, il partira peut-être plus vite aux États-Unis. Oui, alors justement, il y avait la question dont tu avais un petit peu répondu. Pourquoi une telle décision de justice? 10 ans étaient demandés, avec 14 chefs d'accusation, dont enfin, plusieurs qui semblaient évidents, parce que c'est vrai, quand on lit les articles... Alors, on n'a pas le jugement et sa motivation qui devaient être disponibles d'ici la fin de la semaine. Donc, il faudra voir aussi la motivation. Mais bon, c'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est sûr que le parquet porte l'accusation, soutient l'accusation. Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs magistrats du siège qui se sont prononcés au fil du temps concernant la procédure, en particulier la chambre spécialisée en matière financière de la Cour d'appel de Paris, qui d'ailleurs avait complètement suivi mes réquisitions quand les conseils d'Alexander Wienig ont tenté d'anéantir la procédure. Donc voilà, il n'y a pas que les réquisitions, il y a eu tout un processus. Il y a le juge des libertés et de la détention aussi. Il a fait appel pour essayer d'être mis en liberté en apportant des éléments pouvant lui permettre d'avancer des arguments sur une garantie de représentation. Il a été maintenu en détention. Et alors, on a vu que ces avocats ont déclaré qu'ils allaient faire appel. Est-ce que le parquet va faire appel? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Et juste avant de venir, je m'en suis renseignée. Je n'avais pas la confirmation qu'Alexander Wienig avait fait appel. Donc, d'accord. On est encore dans les délais. Il a combien de temps On est encore dans les délais. Donc, il y a 10 jours pour faire appel. Donc, il n'y a pas de... Je pense qu'il y a de grosses discussions et voire de négociations sur les stratégies et les enjeux. Est-ce que tu considères qu'il y a un avant et après cette affaire? Est-ce que ça peut marquer? J'aimerais qu'elle marque un peu les esprits. Déjà parce qu'on en parle ce soir. Voilà, alors, on en parle. Je pense que j'aimerais qu'elle marque les esprits et conduise vers un renforcement d'une politique pénale en matière de lutte contre la cybercriminalité. D'autant qu'on a, j'ai pris l'exemple Wienig, mais on a d'autres affaires qui sont des exemples de réussite de coopération internationale. Des affaires de jackpotting avec des préjudices très importants, des affaires qui vont aboutir à des jugements. Donc de plus en plus, on a des affaires en lien avec la cybercriminalité qui aboutissent, des affaires avec des préjudices énormes, puisque de plus en plus, on peut dire que c'est une criminalité financière. Alors, pourrait-on imaginer que Wienig était un cyberattaquant travaillant pour la Russie? Oui, alors c'est toujours moi, je suis un modeste magistrat, mais je sais que c'est évoqué. Compte tenu de l'attitude des Russes qui ont quand même fait preuve de bienveillance à son égard, en disant il ne faut pas l'incarcérer, on met une maison à sa disposition, etc. Je pense qu'effectivement, il y a des indices qui font penser qu'il avait un rôle dans la hiérarchie cyber assez élevé. En plus, il y a un élément intéressant, c'est qu'on n'a rien su au niveau élément de personnalité. C'est vrai qu'on se dit, c'est un personnage, il a essayé de se présenter comme quelqu'un de très neutre, vague programmeur, mais malgré, généralement, dans ce genre d'affaires, on a une rubrique éléments de personnalité, on fait des recherches, on ne sait rien. On ne sait rien, même sur son identité, ça m'a attiré l'œil, il est né Wienig père et Wienig mère, oui. Par exemple. On ne sait rien. Aucune condamnation, évidemment, il y a peut-être eu des procédures dans d'autres pays, mais casier judiciaire néant, on ne sait rien. Et est-ce qu'il s'est cru impuni parce que les recherches avaient commencé quand il s'est fait arrêter,
Est-ce qu'il s'est cru impuni pour venir passer ses vacances en Europe, en Oui, c'est Grèce? sans doute, c'est-à-dire que Enfin, ce impuni ou, fonctionnement impunissable, plutôt. marchait depuis un moment. Oui, enfin, il n'avait pas l'air. Ça a été l'effet de surprise, hein, l'exécution du mandat d'arrêt européen sur une plage en plein été en Grèce, hein. Mm. Voilà. Alors, il y avait une question sur la motivation de la décision de la Cour. Bah, Myriam a répondu, tu n'as pas encore... Enfin, du tribunal judiciaire. On n'a pas la décision. Mais sinon, c'est vrai que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était extrêmement argumentée et motivée. Et c'était pas, il y avait véritablement des charges sur les infractions, je dirais, cyber. Et l'association de malfaiteurs et l'extorsion aussi. Parce que le principe du rançongiciel, effectivement, c'est mettre la pression sur les victimes et leur extorquer des fonds. Alors justement, la question, qu'est-ce qu'il en est de l'indemnisation des victimes? Parce que j'ai dit donc qu'il était condamné à 100 000 euros d'amende, quand on sait que le rançongiciel aurait fait un préjudice estimé à 135 millions d'euros. Oui, alors, je n'ai pas eu des éléments parce qu'évidemment, à l'audience, les parties civiles peuvent se constituer et réclamer des sommes. Bon, après, c'est toujours assez aléatoire de récupérer. En plus, c'est difficile de chiffrer sans préjudice, hein, quand on a. Mais on le voit à travers les sommes qui ont pu quand même être détectées et confirmées. D'ailleurs, dans cette affaire, il y avait un officier de gendarmerie qui a fait des recherches, un travail titanesque qui a permis de faire ce lien entre Alexander Vinnik et cette plateforme et les sommes présentes sur cette plateforme. D'accord. Mais c'est vrai que, d'où la politique de cybersécurité à développer, parce qu'effectivement, une fois que les dégâts sont faits, oui. C'est toujours le préjudice est là et difficile à... Oui. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que il y a d'autres procès dans les tiroirs, si je puis me permettre l'expression, qui s'annoncent de cette ampleur en cybercriminalité? Il y a des affaires, c'est ce que j'indiquais, d'envergure, de personnes russophones d'ailleurs, en matière de jackpotting, avec des préjudices, c'est pas aussi important que Vinnik, mais des affaires d'envergure. Et en matière économique et financière, sans que ce soit véritablement cyber, attaque, on a de plus en plus d'affaires où le numérique est utilisé à des fins illicites, hein. C'est véritablement ce qu'on peut observer, hein. Et quelles sont les difficultés pour ce genre d'affaires? C'est vraiment parce qu'en fait, on sait très bien que c'est un écheveau souvent. C'est de remonter, justement, tu citais ce gendarme qui avait fait un travail titanesque pour mettre en relation le rançongiciel avec cette plateforme de bitcoins et tout ce qui s'est passé. C'est ça, en fait, la principale difficulté aujourd'hui. C'est de remonter à la source. C'est renforcer la coopération internationale, hein. C'est vrai que là, c'est un exemple quand même qui a très bien fonctionné. C'est aussi des services spécialisés, hein, qui sont de plus en plus pointus, qui suivent les évolutions, des modes opératoires, etc. Et c'est toute la chaîne, hein. C'est vrai qu'au niveau justice, il faut comprendre les modes opératoires parce que tout le monde est en train de se spécialiser et c'est fondamental de se spécialiser. Il faut arrêter d'être des généralistes, il faut comprendre les modes opératoires parce que je le vois à travers, j'ai eu d'autres affaires comme ça, où on essaie de nous démontrer que ça ne peut pas être une atteinte au système de traitement automatisé de données en nous faisant des circonvolutions techniques. Donc c'est important de comprendre ces modes opératoires en faisant venir. C'était le cas, il y a un expert qui est venu, mais là c'était pour déceler, mais un expert ou un directeur d'enquête peut aussi faire passer des messages à l'audience. Mais là, c'est ma conclusion
tout ce que j'ai pu observer, puis je me suis vraiment plongée dans la procédure. Il faut vraiment, on ne peut pas s'improviser. Oui. Alors justement, peut-être la dernière question, est-ce qu'il y a des juges aujourd'hui qui sont spécialement spécialisés pour les cyberattaques? Bon, toi, tu t'es un petit peu formé sur le tas au fil des années. Au niveau du parquet, il y a eu un renforcement. Il y a un renforcement là, au 1er janvier, notamment en matière d'un autre domaine de haine sur Internet, cette délinquance numérique, ces fake news, etc., avec non seulement des magistrats, mais des juristes spécialisés. Et donc, il y a c'est-à-dire en plus, c'est une délinquance centralisée à Paris, puisque de plus en plus, même si on peut déposer plainte ailleurs, les affaires d'envergure, à dimension internationale, elles arrivent à ce qu'on appelle la JUNALCO, une juridiction une juridiction nationale spécialisée. Donc, de plus en plus, effectivement, on a des formations, d'ailleurs avec des avocats, des experts. On est un peu en formation continue. Et on vient aux assises. On vient aux assises pour se former. Alors, C'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, je tiens à le dire. L'argent du crime est-il sous scellé? Alors souvent, l'argent des crimes s'évapore. Et c'est plutôt les outils numériques qui vont être saisis, les téléphones, les ordinateurs, voilà. Mais ça, l'argent a tendance à s'évaporer. Les 135 millions se sont évaporés. Voilà, Bon, merci mais beaucoup. on peut saisir des bitcoins. Oui, on peut saisir des cas, la grâce. Ah oui, et puis en plus, comme le bitcoin est l'agence de recouvrement des avoirs, il y a plusieurs affaires, ils ont un logiciel spécifique. Et maintenant, les cryptoactifs peuvent être saisis. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup Myriam pour cet échange. Merci, c'était très, très, très intéressant. Et puis de toute façon, comme tu l'as dit, l'affaire n'est peut-être pas complètement finie. Et puis il y aura un petit article sur le site. Tu vas nous faire un petit article sur notre site internet. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour cette soirée. Donc nous nous retrouvons le 2 mars pour la prochaine soirée du Cercle à Paris, je l'espère, en présentiel. Sinon, ça sera en digital. En attendant, je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d'année possibles et surtout, prenez bien soin de vous. Et merci encore.